Août 1990. Une caméra de télévision diffuse en direct dans le monde entier, et ce qu'elle montre est impossible à croire. Un salon simple à Bagdad, des canapés, une table basse, des rideaux en arrière-plan. Cela ressemble à une visite familiale ordinaire. Mais l'homme en costume gris, assis au centre, c'est Saddam Hussein, le dictateur le plus redouté du Moyen-Orient. Et le garçon en short bleu, qu'il appelle pour s'approcher, s'appelle Stuart. Il a 5 ans, il est britannique. Et il est complètement paralysé par la peur. Saddam le tire plus près, passe la main dans les cheveux du garçon et regarde directement les caméras, tandis que l'interprète bien habillé à côté traduit ses paroles. « Tu bois ton lait, Stuart? Avec des cornflakes aussi ?» Are you getting your milk, Stuart? And with cornflakes too. Stuart ne répond pas. Il n'arrive pas à dire un mot. Il est paralysé. Les caméras transmettent tout en direct au monde entier. Ce que vous voyez n'est pas une visite amicale. Ce n'est pas un dîner diplomatique. Stuart et sa famille sont otages de Saddam Hussein. Et toute cette mise en scène, le salon confortable, les sourires forcés, l'enfant sur les genoux du dictateur, c'est une opération de propagande calculée pour essayer de convaincre le monde que Saddam est un homme raisonnable. Ça n'a pas marché. Pour comprendre comment des familles britanniques se sont retrouvées dans un salon avec Saddam Hussein en août 1990, il faut comprendre ce qui s'était passé les années précédentes. En septembre 1980, Saddam Hussein a ordonné l'invasion de l'Iran. Il pensait que ce serait une victoire rapide, que l'Iran, encore en plein chaos après la révolution islamique de 1979, céderait en quelques semaines. Il s'est complètement trompé. La guerre Iran-Irak a duré 8 ans. 8 ans de tranchées, d'attaques avec des armes chimiques, de batailles sanglantes et d'immenses pertes des deux côtés. Lorsqu'elle s'est finalement terminée, en 1988, le résultat pour l'Irak a été dévastateur. Des centaines de milliers de soldats morts, des villes détruites et une dette colossale accumulée pour financer la machine de guerre. Pour maintenir l'armée en fonctionnement pendant 8 années de conflit, Saddam avait emprunté de l'argent aux pays voisins. Le Koweït avait prêté des milliards de dollars à l'Irak durant la guerre. Après la guerre, les créanciers voulaient récupérer leurs dus. Mais l'Irak était en faillite, l'économie s'était effondrée. Le pétrole, qui aurait dû être le salut du pays, ne générait pas assez de revenus. Et Saddam Hussein, habitué au pouvoir absolu et au luxe, n'avait aucune intention de faire les sacrifices nécessaires pour reconstruire le pays correctement. Il avait besoin d'une solution rapide et en a trouvé une. Le Koweït était un petit pays, beaucoup plus petit que l'Irak. Avec une armée minuscule comparée aux forces irakiennes que Saddam avait construites au fil des décennies, la 4e plus grande armée du monde à ce moment-là. Et le Koweït avait du pétrole. Beaucoup de pétrole. Dans la tête de Saddam, la logique était simple. S'il envahissait le Koweït, il éliminerait d'un coup la dette qu'il devait à ce pays. Et, en même temps, il prendrait le contrôle des énormes réserves de pétrole koweïtiennes, résolvant ainsi définitivement le problème financier de l'Irak. Pour justifier publiquement l'invasion, Saddam a commencé à accuser le Koweït de voler le pétrole irakien. Il affirmait que les Koweïtiens creusaient des puits trop près de la frontière et pompaient le pétrole qui appartenait à l'Irak. Une accusation commode, fabriquée pour donner une apparence de légitimité à ce qui n'était en réalité qu'une invasion motivée par la cupidité et le désespoir. Aux premières heures du 2 août 1990, des chars irakiens ont franchi la frontière du Koweït. L'invasion fut rapide et brutale. La petite armée koweïtienne a été complètement submergée en quelques heures. À la fin de la journée, les forces de Saddam contrôlaient tout le pays. Du jour au lendemain, Saddam Hussein n'était plus seulement un grand fournisseur de pétrole. Il contrôlait désormais 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. La réaction internationale a été immédiate et unanime. Des dirigeants mondiaux ont condamné l'attaque. Même l'Union soviétique, alliée de longue date de l'Irak, a exprimé sa désapprobation. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé des sanctions économiques contre l'Irak en quelques jours. Restait aussi la question de ce que ferait Saddam ensuite. S'il avançait vers l'Arabie saoudite, juste au sud du Koweït, il contrôlerait près de la moitié du pétrole mondial. Le monde ne pouvait tout simplement pas permettre cela. Les États-Unis ont commencé à agir. Suite à l'invasion du Koweït, des milliers de citoyens occidentaux vivant et travaillant dans le pays se sont soudain retrouvés piégés en territoire irakien.
Il y avait des Britanniques, des Américains, des Européens, des employés de compagnies pétrolières, des ingénieurs, des professeurs, des familles entières qui avaient construit leur vie au Koweït et en Irak. Saddam a soudainement interdit à ces personnes de partir. Dans ce contexte, Saddam a eu l'idée de la propagande télévisée. Si le monde voyait ses otages comme des victimes innocentes d'un dictateur cruel, peut-être qu'une image différente pourrait changer cette perception. Une image de Saddam comme un homme gentil, paternel, raisonnable, quelqu'un avec qui on pouvait négocier. Et c'est ainsi que Stuart, le petit garçon britannique de 5 ans, s'est retrouvé dans un salon à Bagdad avec l'un des hommes les plus dangereux du monde. Caméra installée, instructions données à l'interprète. Le salon a été décoré pour paraître chaleureux et ordinaire. Et alors, Saddam Hussein s'est assis au centre de la scène, vêtu d'un costume gris impeccable, souriant aux caméras, pendant que des familles britanniques enlevées étaient amenées dans la pièce. Stuart, 5 ans, en short bleu, complètement abasourdi par ce qui se passait, a été appelé par Saddam pour s'approcher. Le dictateur l'a attiré à lui, a passé la main dans ses cheveux et a fixé les caméras pendant que l'interprète traduisait en anglais pour le monde entier. « Tu bois ton lait, Stuart, avec des cornflakes aussi ?» Stuart ne dit rien. Il était paralysé. Autour d'eux, d'autres membres des familles britanniques observaient avec des sourires forcés et des regards qui révélaient exactement ce qu'ils ressentaient: peur, malaise, la conscience d'être utilisé comme accessoire dans une pièce de théâtre politique. Saddam s'adressa à la caméra. « Nous tentons d'éviter une guerre. Nous espérons que votre présence ici en tant qu'invité ne durera pas trop longtemps, car vous n'êtes pas des otages ici. Mais ils l'étaient, complètement. » La retransmission en direct a été vue par des millions de personnes à travers le monde, et l'effet a été exactement l'inverse de ce que Saddam avait prévu. Au lieu d'un dirigeant bienveillant cherchant à éviter un conflit, le monde voyait simplement la réalité en face. Un dictateur utilisant des enfants innocents et leurs familles terrifiées comme outil de propagande. L'image de Stuart complètement figé à côté de Saddam, incapable de répondre à une simple question sur les céréales du petit déjeuner, est devenue l'une des images les plus troublantes de la crise du Golfe. La réprobation internationale a été immédiate et massive. Sous la direction du président George H.W. Bush, Washington a formé une coalition de plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et des dizaines d'autres. C'était l'une des plus grandes alliances militaires de l'histoire moderne, réunies en un temps record avec un seul objectif: expulser Saddam Hussein du Koweït. En novembre 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU a fixé un ultimatum clair. Saddam avait jusqu'au 15 janvier 1991 pour retirer complètement ses troupes du Koweït. Sinon, la coalition emploierait tous les moyens pour le libérer. Saddam a refusé. Il pensait que les Américains manqueraient de courage pour une vraie guerre, que les pertes seraient trop lourdes, que la coalition se diviserait et que le soutien dans les pays occidentaux disparaîtrait dès les premières pertes. C'était une grave erreur de calcul. À l'aube du 17 janvier 1991, 2 jours après la date limite fixée par l'ONU, les Américains ont tenu parole. Des missiles et bombes sont tombés sur le Koweït et l'Irak. C'était le début de l'opération Tempête du désert, l'une des campagnes de bombardement aérien les plus intenses jamais menées dans l'histoire militaire. Le 24 février 1991, l'offensive terrestre a commencé. Et, en seulement 4 jours, 100 heures de combat terrestre, ce qui restait de l'armée irakienne au Koweït, s'était complètement effondré. Saddam Hussein, qui avait promis la mère de toutes les batailles, avait subi l'une des défaites militaires les plus humiliantes de l'histoire moderne. L'image de Stuart, 5 ans, en short bleu, incapable de répondre à une question sur les céréales du petit déjeuner parce qu'il était paralysé par la peur à côté d'un dictateur, est devenu le symbole de tout ce qui n'allait pas avec Saddam Hussein. 42 jours après le début des frappes de missiles, le Koweït était libre. L'armée irakienne était détruite. Et Saddam Hussein avait appris, de la manière la plus brutale possible, ce qui se passe quand on sous-estime les États-Unis et leurs alliés. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. À la prochaine!